Alors, Dr Stéphane Beaune est consultant clinique auprès du Conseil scolaire des districts catholiques de l'Est ontarien dans l'équipe spécialiste des troubles autistiques. Son intervention clinique et sa recherche sont centrées sur le développement de l'enfant et dans une perspective neurodéveloppementale. Expert en psychopédagogie, c'est un spécialiste des troubles du spectre autistique et des troubles du comportement. Le Dr Beaune s'intéresse particulièrement à l'élaboration de programmes, de méthodologies et de stratégies qui soutiennent les enfants, adolescents et jeunes adultes présentant des troubles de comportement liés aux problèmes d'autorégulation. Alors bonjour Stéphane, le plancher est maintenant à toi. J'aimerais, alors, bon matin à vous tous. Ce matin, qu'est-ce que j'aimerais parler avec les participants et participantes? C'est un peu tout le nouveau processus et le rôle de l'interdisciplinarité en milieu scolaire, surtout lorsqu'on adresse les comportements chez les petits et aussi avec la nouvelle initiative du jeu qui joue un rôle important. Alors, qu'est-ce que je vais aborder? C'est un peu le principe de c'est quoi l'équipe interdisciplinaire, euh, les étapes du processus d'intervention, les méthodes d'observation, certains outils qu'on utilise, le plan, alors comment est-ce qu'on fait la planification, des exemples d'attentes comportementales qu'on a mis en place avec des jeunes et des stratégies d'enseignement. Alors, pour débuter un peu, nous, ce qu'on a décidé de faire depuis cette année, c'est vraiment de développer l'interdisciplinarité à l'intérieur de notre équipe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu, on a décidé de faire cette équipe-là pour améliorer les services et aussi pour pouvoir partager certaines responsabilités envers la qualité des services, mais aussi le type de service qu'on offre aux jeunes qui intègrent le milieu scolaire. Alors pour nous, au niveau de l'interdisciplinarité, qu'est-ce qu'on a mis en place? C'est vraiment s'asseoir avec des administrateurs, des enseignants, des intervenants, mais aussi, qui est le plus important, c'est d'avoir l'élève et ses parents au centre de tout ce qu'on met en place. Alors, le but de l'équipe interdisciplinaire, contrairement à la multidisciplinarité, c'est qu'on s'est éloigné du modèle d'expert de juste rendre une personne redevable de tout le processus d'intervention. On a décidé de se partager ce travail-là et aussi de viser tout le temps, avoir tout le temps une vision commune de comment on va intéresser, comment est-ce qu'on va faire de la prévention, parce que c'est un peu ça aussi derrière toute cette initiative-là, c'est qu'au lieu d'intervenir tout le temps en situation de crise, nous avons décidé de faire beaucoup de prévention. Alors, quand on est une équipe avec différentes disciplines alentour de la table, c'est plus facile de collaborer. Puis on réalise jusqu'à présent que cette approche nous permet d'avoir une influence directe sur les apprentissages, la continuité de service qu'on offre, mais aussi la participation active des différents professionnels, puisque chaque personne autour de la table a une voix. Et ça, pour nous, c'était primordial de faire ce changement-là. Alors, un peu comme j'ai dit, l'important, c'est de vraiment travailler ensemble et d'utiliser l'expertise de tous dans un contexte qui nous réunit et d'impliquer aussi les administrateurs dont les gens du service à l'élève ou du service pédagogique dans notre conseil font partie des discussions. Le but de ce comité-là, c'est tout le temps de voir et de sensibiliser à des situations qui se passent dans certaines de nos écoles présentement, avec l'initiative que les enfants rentrent de plus en plus jeunes. On veut vraiment faire beaucoup de sensibilisation et de prévention. Et le but ultime de notre comité, c'est aussi de faire du dépistage précoce, justement pour mieux outiller les professionnels, les familles, mais aussi de permettre à l'enfant d'avoir du succès.
Et un des buts que l'on fait lorsqu'on a un comité, c'est vraiment de rechercher la personne la plus apte à aider l'élève dans les médias. Alors, lorsque une situation est présentée, lorsqu'on fait de la sensibilisation, on a mis beaucoup l'emphase cette année chez les petits de la maternelle et du jardin. Alors, on se promène beaucoup dans les écoles et on fait beaucoup de sensibilisation et d'intervention et de mise en œuvre de stratégies gagnantes axées sur les meilleures pratiques, par exemple. Le but, comme j'ai dit tantôt, c'est un peu d'avoir une définition d'une vision commune du problème. Lorsqu'il y a une situation, que ce soit spécifique à un élève ou que ce soit une gestion d'une classe avec une équipe, pour nous, c'est qu'on s'assoit puis on demande à chaque professionnel, selon leur approche, selon leur cadre théorique, selon leur profession, de soulever des faits importants que l'on doit prendre en considération avant de mettre un plan d'intervention en place. Les étapes qu'on fait, c'est qu'on trace un portrait de la situation. Alors, présentement, pour nous, c'est souvent les conseillers pédagogiques qui vont être nos oreilles sur le terrain. Et lorsqu'ils ont une demande quelconque ou une situation, ils font une demande pour consulter tous les intervenants. Le but de ça, c'est de présenter la situation et à partir de ça, c'est de définir la problématique. Le déroulement, c'est qu'on inclut en premier lieu tout le temps les directions. Alors ça, j'ai trouvé que depuis 1 an et demi, le fait de collaborer directement avec les directions d'école et de partir de ce point-là, ça nous a beaucoup aidé, surtout dans la communication entre la maison et l'école, et de pouvoir aussi impliquer la direction dans tout le processus et même dans la mise en œuvre des plans d'intervention. Alors, par exemple, moi qui fais beaucoup de formation et de coaching direct dans les salles de classe, dans certaines situations, j'ai même invité des directions lors de mes périodes d'observation pour leur expliquer qu'est-ce que je voyais, parce qu'en bout de ligne, eux qui sont responsables de la supervision de l'équipe, ça leur donne aussi de la matière à apporter et à échanger. C'est aussi pour nous de coordonner la rencontre avec les enseignants, les parents, les intervenants et les professionnels externes si il y a lieu. Le but de tout ça, c'est que nous, qu'est-ce qu'on fait présentement, qu'est-ce que je fais avec les éducatrices qui travaillent dans mon équipe aussi, c'est que lorsque je vais faire de l'observation et je donne des recommandations, on s'assure tout le temps de collaborer et coordonner une rencontre avec les parents, la direction et l'équipe école pour voir comment on peut mettre ça, toutes les recommandations en place et comment est-ce qu'on va s'y prendre et quel va être l'échéancier, par exemple. Les études de cas, c'est une chose qui est super importante pour nous. Avant d'arriver à l'équipe interdisciplinaire, cette année, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris beaucoup de cas qui malheureusement se retrouvaient dans des zones grises où on ne savait pas trop qui impliquer. Et quand on se retrouve à un moment dans l'année où les dotations ont tous été faites, ou si je prends par exemple avec le projet PAGE, c'est souvent une éducatrice de la petite enfance et on sait que la réalité présentement, c'est qu'on retrouve aussi beaucoup à ce niveau-là. Dans mon cas, moi, souvent, je suis impliqué dans des dossiers de jeunes autistes qui rentrent. Alors souvent, il faut regarder aussi au niveau de différents professionnels qui peut venir nous appuyer pour mettre les stratégies comportementales ou les plans d'intervention comportementale en place. On va aussi regarder vraiment à définir des objectifs concrets et précis pour avant d'entamer et d'impliquer tous les intervenants. On va déterminer des indices de changement. Pour nous, c'est une des choses qu'on vise beaucoup depuis un bout de temps, c'est de vraiment avoir des objectifs clairs et concis, mais qui sont observables et mesurables, et aussi d'identifier les indices de changement. Qu'est-ce qu'on doit voir pour voir si ça fonctionne ou on doit réajuster ou la stratégie ou peu importe si la fonction du comportement n'était pas la bonne. Comment on peut se réajuster dans un délai raisonnable pour ne pas vraiment
causer plus de tort que de bien et impliquer trop d'intervenants lorsque, à la base, c'est soit nos observations, soit l'hypothèse clinique n'était pas la bonne. Alors aussi, on choisit tout le temps des objectifs qui répondent à des conditions. Alors ça, c'est une chose. C'est la pertinence. Alors, après tout, on est dans un milieu scolaire. Alors, il faut tout le temps s'assurer que nos objectifs correspondent aux besoins d'élèves, du personnel et des parents. Alors, quand on met quelque chose en place, les parents le savent. La faisabilité. Alors, est-ce que c'est réalisable par l'élève? Est-ce que l'élève, au niveau développemental, au niveau maturité, au niveau comportemental, est-ce qu'il est en mesure d'atteindre les objectifs qu'on se donne? Est-ce que le personnel scolaire est assez outillé pour la mise en œuvre? Et aussi, est-ce que les gens, les parents et les gens de l'extérieur, est-ce qu'eux peuvent contribuer? Parce que c'est difficile lorsqu'on met quelque chose en place dans une salle de classe si on n'a pas la collaboration à la maison et si le plan n'est pas continué. Surtout lorsqu'on parle de façonner des comportements ou de vraiment changer certaines stratégies qui ne fonctionnent pas au niveau de l'attention, par exemple. Alors, on va tout le temps s'assurer d'avoir les parents avec nous pour leur expliquer l'importance que ça a. Sinon, ça devient beaucoup de sabotage inconscient, mais qui demande beaucoup à l'équipe école. On regarde aussi les ressources disponibles. Souvent, on a les meilleures intentions, mais on n'a pas le personnel pour le mettre en place. Alors, on s'assure tout le temps d'avoir les ressources nécessaires avant de faire des promesses ou avant d'aller sur le terrain et de faire des demandes envers l'équipe école. Et comme j'ai dit tantôt, le but de l'interdisciplinarité, c'est vraiment d'avoir une vision commune pour tous les professionnels alentour de cette table. Et en bout de ligne, le but des études de cas pour nous présentement, c'est d'élaborer des stratégies d'intervention et choisir les moyens à mettre en place. Alors, c'est un peu ça qu'on va aborder dans la prochaine étape au niveau du processus d'intervention. Pour nous, l'étape ultime, c'est vraiment l'observation. Il est très difficile de mettre des stratégies gagnantes en place lorsque on se base seulement sur des perceptions subjectives, des interprétations, des comportements ou peu importe de qu'est-ce qui est utilisé. Alors pour nous, le pourquoi de l'observation, c'est vraiment comment s'assurer de l'atteinte des objectifs visés sans observer le comportement des élèves. Comment est-ce qu'on peut considérer l'élève comme le premier agent de son développement sans observer son comportement et lui apporter de l'aide et des soutiens appropriés au moment où il en a besoin. C'est souvent là qu'on réalise qu'on perd la motivation de certains jeunes parce que à la base, on ne les a pas observés comme il faut, on n'a pas trouvé la hiérarchie de comportement, on n'a pas trouvé de déclencheur et on décide de mettre des stratégies, peu importe c'est quoi le choix, et on se décourage parce que ça n'a pas les résultats voulus. Alors, comment aussi on peut répondre aux besoins précis des élèves présentant des profils particuliers sans les observer. Il ne faut jamais perdre de vue que chaque enfant qui rentre dans le milieu scolaire rentre avec une histoire, rentre avec aussi des chaînes de représentation et des stratégies qu'il ou elle a développées dans son milieu naturel lorsqu'ils font face à certaines situations. Alors, ces enfants-là vont utiliser les mêmes stratégies, qu'elles soient adaptées ou mésadaptées. Alors, il faut vraiment être capable d'observer l'élève et vraiment de voir quelles sont les stratégies ou les comportements compensatoires lorsqu'ils n'ont pas acquis certaines habiletés, par exemple, et comment est-ce que nous, on peut enseigner des comportements de remplacement. Sans l'observation, c'est très difficile. Ça devient essai et erreur et à long terme, ça a un peu un effet négatif sur toutes les personnes impliquées, incluant l'élève. Aussi, comment est-ce qu'on peut travailler avec les parents si on n'a pas une période d'observation en premier lieu, justement pour partager nos observations, partager aussi et avoir de l'information, voir si ces comportements-là sont généralisés ou juste contextuels ou situationnels. Alors pour moi, depuis 2 ans, j'ai un peu le mandat de former autant les éducateurs que les conseillers pédagogiques que les enseignants et
et dans plusieurs cas même, il y a plusieurs directions d'école qui m'ont accompagné justement pour mieux comprendre, pour mieux voir les objectifs et qu'est-ce qu'on ciblait au niveau du comportement. Et tout cet élément-là aussi s'applique dans le phénomène du jeu. Alors, de vraiment voir à travers le comportement à quel stade de jeu l'enfant se retrouve, c'est super important. S'il est encore juste à la manipulation d'objets et il utilise l'objet d'une façon non fonctionnelle, on doit l'observer, ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens présentement qui ont de la difficulté avec ce processus-là parce qu'on associe tout le temps jeu libre, mais durant jeu libre, l'adulte aussi peut enseigner des habiletés de base qui sont super importantes au niveau autant au niveau de la communication que la socialisation et de l'apprentissage. Parce que quand on enseigne la résolution de problèmes, c'est important d'enseigner et d'avoir l'adulte comme modèle à la base pour enseigner qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut voir. Lorsque je parle d'observation, je vous donne des exemples ici de différentes, parce qu'à la base, les observations, c'était aussi pour nous donner des données de base. Alors, une fois qu'on a nos données de base, si je regarde sur le format du jeu, à travers le jeu, voici des exemples de domaines qu'on a observés, les difficultés relationnelles, alors la qualité des interactions, par exemple, en diade, en triade, avec le groupe, adulte, enfant, enfant. On regarde vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau des relations et le jeu devient un peu notre pierre angulaire où on peut voir l'enfant lorsqu'il s'amuse, lorsqu'il manipule des objets, lorsqu'il se crée des scénarios, ces jeux symboliques et tout ça, pour voir l'effet que ça a sur ses apprentissages et aussi sur les autres enfants dans son environnement. Les conséquences du comportement sur les autres, une des choses qu'on voit beaucoup lorsque je me rends dans certains environnements et on utilise beaucoup le renforcement dans un aspect punitif et qu'on donne beaucoup d'attention tout le temps au comportement mésadapté, on voit beaucoup d'imitation de comportement justement pour l'enfant qui veut vraiment avoir l'attention de l'adulte. Souvent, on va se mettre à imiter des comportements mésadaptés parce que dans son schéma de référence, il a fait une association entre comportement A veut dire madame ou monsieur vient me voir. Alors, pour nous, c'est vraiment important de tout le temps regarder dans l'ensemble, c'est quelles sont les conséquences du comportement de l'élève sur les autres, quels sont les modes de communication qu'ils utilisent. Une des choses aussi, parce qu'on parle d'enfants, on parle de développement, le choix des comportements compte tenu de l'âge de l'élève, par exemple, au niveau des interactions sociales, affectives et émotionnelles. Je travaille beaucoup sur l'autorégulation depuis maintenant 2 ans et justement, on fait une recherche présentement à ce niveau-là pour voir quelles sont les stratégies que les jeunes arrivent avec lorsqu'ils doivent faire face à différentes situations. Et quand on parle d'interdisciplinarité, dans notre mandat de recherche, nous, on s'est donné comme devoir aussi de mesurer l'auto-efficacité des parents et aussi de l'équipe école, enseignants, éducateurs, face à leur représentation de c'est quoi un comportement mésadapté. Et pour nous, c'est une façon de collaborer avec tout le monde et aussi d'inclure les parents dans leur perception. Parce que souvent, on a un discours qui est un peu contradictoire. On entend souvent il fait juste ça à l'école, ou il fait pas ça à la maison, ou il fait ça à la maison, il fait pas ça à l'école. Alors pour nous, c'était important d'avoir tout l'aspect d'auto-efficacité. Pour ceux qui connaissent Bandura, il a écrit beaucoup là-dessus. Et c'est super important le rôle de l'adulte dans le développement de l'enfant. On regarde aussi les circonstances dans lesquelles les comportements se manifestent, puis le nombre d'autres comportements mésadaptés qu'on peut voir, par exemple, dans une salle de classe. Observation durant le jeu, qu'est-ce qu'on fait vraiment pour nous? C'est pourquoi on le fait, c'est de comment s'assurer l'atteinte des objectifs visés pour le jeune, mais aussi qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que j'ai formé les gens à vraiment regarder durant le jeu, avec qui l'élève joue, comment il joue, quelle sorte de jouets ils utilisent. Dans les jeux de règles, par exemple, comment ils se comportent. Quand il perd ou il gagne, quelles sont ses réactions. C'est très intéressant, c'est très authentique comme réaction.
lorsqu'il fait un jeu demandant de l'organisation comme un casse-tête ou une construction de bloc, comment il procède pour voir comment il s'organise cognitivement et comment il s'y prend pour le faire. Là aussi, de voir comment il suit les règles, comment il transitionne d'un jeu à l'autre, comment que ces moments-là, qu'est-ce qu'ils ont comme impact sur le jeune. Une des choses qu'on voit beaucoup, c'est les différentes méthodes, parce que souvent j'ai des enseignants ou des directions d'école qui vont me dire, ben Stéphane, on n'a pas tout le temps à faire de l'observation, c'est vrai, mais il y a différentes méthodes de le faire, et je pense que c'est un peu ça qui est le but important de partager ce matin, c'est quand on parle d'observation directe, ce n'est pas juste d'avoir une grille et de cocher des comportements ou de cibler des comportements. Tu peux faire aussi ce qu'on appelle l'observation provoquée. Alors, c'est lorsqu'on veut voir la performance d'un élève face à une certaine tâche, alors on va vraiment mettre l'élève devant une tâche prédéterminée. On observe tous les comportements qu'ils utilisent, comment ils s'organisent, comment ils s'y prennent pour compléter une tâche. Ça peut être de l'observation ouverte. Alors souvent, ma première présence, c'est tout le temps de cette façon-là. L'enseignante me présente comme quelqu'un qui s'en vient voir les petits travailler. Et dans ce cas-là, tous les élèves sont informés, sont observés et participent. Le but ultime de ça aussi, c'est de rester objectif, qui veut dire que ma présence a une influence directe sur certains comportements, surtout au niveau de l'attention. Alors que je dois m'assurer de ne pas généraliser les comportements que j'observe et vraiment m'assurer de les comportements que je vois qui sont authentiques et ceux qui sont causés par ma présence ne sont pas considérés dans notre plan, dans les stratégies utilisées. Souvent, on va faire l'observation libre, qui veut dire que c'est non planifié, on envoie quelqu'un. Souvent, je vais envoyer les éducatrices qui travaillent avec moi, je vais leur demander de faire un suivi. Alors, ils vont faire une observation libre dans une classe. C'est à non planifié, juste pour voir comment est-ce que le fonctionnement et tout ce qui va bien. On peut faire du systématique, alors où est-ce que c'est ciblé, où est-ce qu'on mesure un comportement en particulier qui semble problématique pour l'ensemble de la classe et on va voir ce comportement-là. Alors, présentement, nous, on fait beaucoup d'observations continues. Alors, c'est des périodes déterminées et on enregistre tous les comportements qu'on a observés sur une période de temps pour ensuite en faire une grille d'observation et vraiment aller cibler qu'est-ce qui est problématique. On fait aussi de l'observation par les pairs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est durant les jeux, durant les différentes stations, on va prendre un pair qu'on nomme, que ce soit l'ami du jour ou le petit chef de ce jeu-là, et on lui demande d'observer certains comportements et par la suite, on fait un suivi, voir qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a observé chez les amis et de vraiment cibler et d'avoir la représentation des enfants face au comportement de leur père. Ça, c'est super important parce que l'imitation à cet âge-là se fait beaucoup. Alors, lorsqu'ils ont une représentation, on est capable d'adresser cette représentation-là d'une façon et faire de l'enseignement et du modelage. L'observation assistée, souvent on le fait avec la caméra et le vidéo. Moi, j'utilise beaucoup la technologie. Alors, j'utilise beaucoup le iPad pour ensuite en faire une activité sur le TBI, par exemple, où ce que j'ai, durant une activité, on soulève des comportements qui ont été bien faits, des comportements adaptés, et qu'est-ce qu'on devrait améliorer. L'enfant va cibler un comportement qu'il aimerait travailler dans les prochaines sessions. L'observation indirecte, ça c'est super important, surtout pour les enseignants. C'est vraiment d'aller chercher toute l'information possible. Souvent, on va demander à l'enseignant ou l'enseignante d'aller chercher l'information auprès des parents. Alors, l'observation indirecte, c'est vraiment de poser des questions spécifiques par rapport à leurs jeunes à la maison, comment ils se comportent, comment ils réagissent lorsqu'ils vivent un échec, des choses de cette façon-là. Et en salle de classe, c'est souvent aussi de développer et mettre sur pied un genre de portfolio avec des performances, de choisir certains travails, soit un dessin, peu importe, lorsqu'ils font une construction, de vraiment prendre cette information-là, parce que nous, par la suite, on peut faire une association directe entre les comportements manifestés et aussi les stratégies
et l'effet que ça a au niveau développemental dans certains domaines, au niveau de l'attention, au niveau de la mémorisation, au niveau de la précision visuospatiale. Lorsqu'on voit un enfant, par exemple, qui est très surexcité ou impulsif, ben, on le voit avec du gribouillis sur les dessins et tout ça, il n'est pas capable de respecter les lignes du contour au niveau visuospatial. Alors pour nous, ça devient aussi des éléments importants à prendre en considération pour enseigner le jeune des habiletés et des comportements de remplacement pour avoir du succès. Les différents outils d'observation que l'on peut avoir, je vais vous en montrer, comme vous voyez, la boîte à outils. Il y a différents modèles, il y a différentes méthodes que l'on peut faire. La chose qui est importante pour moi, que les gens doivent comprendre, c'est que lorsqu'on fait beaucoup, soit le journal de bord, soit des fiches anecdotiques ou des rapports anecdotiques, ou même des rapports d'incidents, pour moi, c'est tout le temps un premier brouillon avant de faire l'analyse de ces rapports d'incidents-là, ou du journal de bord de l'enseignant ou de l'éducatrice, ou pour ensuite voir ce qui ressort beaucoup au niveau des comportements, au niveau des besoins des élèves ou de l'élève en particulier. Et à partir de ce moment-là, je vais soit développer une liste à cocher, une grille d'observation. Il faut faire attention quand on veut faire de la prévention et de la sensibilisation, de prendre des données. Je sais que dans plusieurs milieux, les rapports d'incidents, c'est beaucoup utilisé pour des placements. Pour moi, au niveau comportemental, les rapports d'incidents, faut vraiment que ce soit à court terme dans le but d'intervenir le plus rapidement possible avant que ça dégénère en des comportements vraiment problématiques où ce que là, on a autre choix que de regarder à d'autres placements. Alors, même les fiches anecdotiques, des feuilles de RIP, peu importe ce que vous faites dans vos rapports quotidiens, c'est important lorsqu'il y a des problèmes au niveau comportemental, d'immédiatement soulever des inquiétudes pour justement intervenir le plus rapidement. Parce que quand tu te retrouves dans une hiérarchie de comportement où ce que l'enfant ou les enfants sont rendus à lancer des objets, à frapper, à utiliser des comportements mordre, crier, peu importe, c'est très difficile de déconditionner ça et souvent, il faut mettre un système à un ratio super élevé et avec une intensité qui n'est pas tout le temps facile dans un contexte scolaire. Alors, c'est un peu ça le but de vraiment sensibiliser les gens à l'observation, c'est d'être proactif et non d'être réactif tout le temps. En réaction, c'est très difficile, tout le monde s'épuise. Alors, ce sont des différentes méthodes que l'on peut faire pour justement aborder l'observation. Alors, au niveau de l'élaboration du plan, pour nous, qu'est-ce que c'est? C'est encore, le plan est élaboré dans une perspective interdisciplinaire. Alors, il va y avoir la participation de l'élève, des intervenants scolaires, des parents. Qu'est-ce que je veux dire par l'élève? Souvent, lorsqu'on rencontre les parents et l'équipe école, lorsqu'il y a des recommandations, par la suite, souvent, on va aller chercher juste l'enfant pour lui montrer que ses parents sont d'accord avec le travail qu'on va faire avec lui ou elle et on va lui expliquer qu'est-ce qu'on veut faire au niveau du système de renforcement, qu'est-ce qui va être fait à la maison si, par exemple, il y a certains renforts qui vont être donnés à la maison. C'est juste dans l'interdisciplinarité, quand je dis que l'enfant est au centre avec ses parents, c'est beaucoup de le sensibiliser et de lui montrer que tous les adultes, on s'entend et on collabore ensemble. Parce que sinon, qu'est-ce qui cause souvent des frictions, c'est lorsqu'il y a un bris de communication entre la maison et l'école et l'enfant se retrouve dans cette zone grise-là et il n'y a pas de constance dans les interventions. Alors, dans ce temps-là, c'est très difficile de faire des changements et souvent, l'enfant devient démotivé et confus. Alors, pour nous, qu'est-ce qu'on fait tout le temps? C'est tout le temps d'être positif. Alors, c'est vraiment de voir les forces que ce jeune-là a et les besoins au moment même. Et aussi de voir quelle sera la rédaction du plan comme tel, le suivi de l'intervention. Pourquoi? Parce que ça facilite la communication entre l'équipe école et les parents. Et encore une fois, on a une vision commune de comment on va l'adresser. Et la planification aussi pour nous permet vraiment
Est-ce que les gens voient les diapos? Je veux juste voir, je veux juste répondre. Alors, moi, de mon côté, je suis rendu à la diapo sur l'élaboration du plan qui montre le globe. Qui parle de l'élaboration du plan. Alors, c'est la diapositive qui est sur mon écran d'ordi. J'espère que les gens le voient. Sinon, je m'en excuse. Mais présentement, c'est la diapo qui est présentement sur mon écran. OK, merci Linda. Je voulais juste m'assurer. Alors, lorsque je parle de la planification permet d'élaborer des objectifs qu'on veut travailler avec l'élève et l'équipe, de prévoir les interventions et les ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs-là, et aussi d'établir l'échéancier visé par l'atteinte des objectifs. Présentement, les gens qui travaillent avec moi, dans chaque dossier, nous avons un échéancier prédéterminé suite aux observations et aux recommandations. Alors, lorsque j'envoie mes éducatrices en comportement travailler dans certaines écoles, ils savent déjà au départ ce qu'ils doivent travailler. Ils ne dérapent pas de ça. Et on est là vraiment pour établir une communication, une collaboration et vraiment mettre des stratégies gagnantes en place pour que les gens puissent travailler, collaborer, apprendre dans la mise en œuvre des différentes interventions. Et aussi, on est tout le temps là pour évaluer l'efficacité. Alors, aussitôt qu'on met, par exemple, un système de renforcement, on fait un retour dans un délai respectable pour justement s'assurer que ça fonctionne. OK. Dans la planification et l'identification des besoins, une des choses qui est importante, c'est de vraiment développer un objectif comportemental. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'important de l'objectif comportemental et l'important de l'interdisciplinarité, pour nous, découle du fait que nous avons plus qu'un observateur. Et on veut vraiment avoir une fidélité interjuge, qu'on appelle. C'est vraiment d'apprendre toutes les observations des différents professionnels et même des membres de la famille. Et par la suite, prendre les comportements qui semblent être prioritaires à adresser. Et à partir de ce moment-là, on va développer un objectif. Et aussi, ça sert à informer l'élève de ce qui est entendu de lui. Puis, ça permet de sélectionner du matériel et des stratégies appropriées. Ça facilite aussi la sélection des tâches qui correspondent à l'objectif visé. Ça, c'est une des choses que je tiens à préciser. Lorsqu'on a un objectif à travailler, il faut j'aime autant avoir moins d'objectifs dans un plan d'intervention et qu'on travaille quotidiennement et dans les différents environnements qu'avoir plusieurs objectifs et qu'on expose l'enfant et l'élève seulement une fois par semaine ou une fois aux 2-3 jours. Parce que si on veut la généralisation et le maintien, il faut après tout enseigner cette habileté-là pour avoir la rétention en premier lieu. Une fois que la rétention d'information est là, on peut entamer les processus. L'évolution des objectifs, comme vous pouvez voir dans le continuum, c'est que nous, on regarde vraiment aussi, quand je parlais d'avoir un profil des forces et des besoins, on regarde surtout qu'est-ce qui est en émergence. Ce qui veut dire que lorsque le jeune est capable, avec l'aide d'un adulte, compléter une tâche ou respecter certains comportements, certaines règles de classe avec redirection, avec un système de renforcement, on aborde ça. Sinon, c'est très difficile lorsqu'on essaie de changer des comportements ou d'avoir des objectifs
lorsque l'enfant n'est pas là dans son développement, lorsqu'il n'a jamais été exposé, par exemple, à une certaine compétence, certaine habileté. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est en émergence? On est capable de faire beaucoup de modelage et par la suite, on est capable de viser avoir une constance. Alors, en émergence, c'est souvent là qu'on va utiliser les stratégies comportementales comme des incitations et tout ça. Lorsqu'on arrive dans la constance, c'est là qu'on peut voir qu'on commence à estomper l'incitation, par exemple, si c'était le cas. Il faut justement se rendre à la généralisation où ce que là, quand tu généralises, ça veut dire que l'enfant est rendu à l'étape de la prise d'initiation. Alors, s'il prend l'initiative du comportement, ça fait partie de son répertoire, ça veut dire qu'on a bien enseigné l'habileté et que la compétence est en voie d'acquisition, alors on peut viser le maintien dans un avenir proche. La prochaine partie que je vais vous montrer rapidement, je ne vais pas tout lire les graphiques parce que vous les avez, ce sont des exemples qu'on a fait dans plusieurs des classes avec les petits, surtout avec le jeu. Ce sont des attentes réelles que des enseignantes et enseignants nous ont demandées. Et comme vous pouvez voir, l'attente et la compétence, nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a décortiqué cette compétence-là en différentes étapes en incluant les stratégies d'enseignement pour pour le jeune ou pour la classe si c'est un problème général. Qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est que dans ces grilles-là qu'on a développées, c'est qu'en plus, il y a une section pour les commentaires. Alors, le professionnel qui travaille ça va mettre des commentaires et on envoie ça à la maison pour avoir un suivi. Parce que souvent, les comportements qu'on cherche, les attentes, ils peuvent le faire à la maison aussi dans un autre contexte. Alors, cette attente-là, c'est à comprendre et suivre une consigne verbale. Si je regarde l'autre, c'est beaucoup suivre les routines en classe. Ça, on a eu beaucoup de demandes à ce niveau-là. Alors, encore une fois, on les a tous décortiqués. Ça devient une analyse pas de tâches, mais une analyse de la compétence. Alors, on a décortiqué cette compétence-là en différentes étapes qui nous démontreraient l'implication de l'adulte pour enseigner la compétence. Alors, il y avait aussi suivre les règles en salle de classe. Comme vous pouvez voir encore, c'est faut on respecte l'âge. Alors, souvent, la compétence, c'est encore avec des rappels. Quand ils sont petits, souvent, on a cette perception-là qu'une fois qu'on l'enseigne, que l'enfant devrait être capable de le faire seul, d'être hyper autonome. Il y a encore beaucoup de rappels à faire, mais plus on diminue les rappels, plus ils prennent l'initiative, plus ils deviennent autonomes, on s'en va dans la bonne voie. Parce que nous, c'est l'autonomie qu'on vise avant tout. Jouer avec d'autres enfants, pour plusieurs, c'est très difficile. Gagner, partager, ton tour, mon tour. Alors, c'est des choses qu'on adresse beaucoup. Alors, en développant ce genre de grille-là, ça devient aussi des preuves à l'appui de ce qui est travaillé, des commentaires qui sont mis. Alors, on peut mettre ça dans le portfolio. On a une collaboration avec les parents qui eux aussi mettent des commentaires et c'est le fun de voir, très plaisant de voir la collaboration et le succès que les enfants ont dans leur vie, dans la qualité de vie qu'ils ont tant à l'école que dans le milieu naturel. C'est partager et respecter les droits des autres. Ça, c'est beaucoup. Surtout lorsqu'ils cherchent beaucoup l'attention d'un adulte. Pour plusieurs, c'est difficile de rentrer en milieu scolaire et de partager le temps de deux adultes, comme dans le projet PAGE, lorsqu'il y a plusieurs enfants. Alors, souvent, les introvertis ont beaucoup plus de difficultés à s'affirmer. C'est souvent là qu'ils développent des problèmes au niveau de l'autorégulation, qui commencent à compenser avec des comportements mésadaptés. Alors, on essaie de vraiment mettre les choses en place pour leur sécurité, leur respect, mais aussi qu'il y ait du plaisir en milieu scolaire. Les différentes stratégies d'enseignement. Nous, on fait beaucoup de modelage. Alors, présentement, dans le plus gros de mes dossiers, je fais beaucoup de modelage en direct. Alors, par moment, c'est moi qui fais le modelage. Ensuite, l'enseignante et l'éducateur ou l'éducatrice vont le faire. Et aussi, de plus en plus, surtout avec les pages, il y a beaucoup de stations. Je sais qu'il y en a une avec une marionnette. Alors, on a commencé à faire du modelage par vidéo en utilisant une marionnette. On le fait aussi avec des enfants
qui avaient du mutisme sélectif. Alors, en utilisant quelque chose de moins menaçant et tout ça, on était capable, dans certains cas, d'avoir de la parole, alors que avant ça, c'était trop anxiogène de parler directement. Alors, on utilise beaucoup la marionnette et le iPad pour le faire. Le modelage de soi par vidéo, ça c'est une chose qu'on fait beaucoup avec les jeunes autistes, mais aussi avec les classes au niveau de l'habillement et tout ça. On prend nos plus forts, là, on fait la séquence avec l'iPad, après ça on le met sur le TBI, on le pratique durant le temps du cercle et les jeunes aiment beaucoup ça. Et quand c'est un enfant qui a plus de difficultés, ben, on le met en banque et lorsqu'on veut qu'il reprenne cette habileté-là, on lui montre. Alors, il l'apprend par lui-même de ses propres comportements qu'il a montrés. On fait beaucoup d'habiletés intégrées dans le quotidien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous, on intervient tout le temps in vivo. Lorsque c'est durant le jeu libre ou durant l'enseignement, durant le temps du cercle, lorsqu'il y a une chute libre, il commence à avoir une perte de contrôle, on fait de l'intervention en direct. C'est jamais ciblé à un enfant, mais c'est tout le temps parlé de façon générale. Et on demande aux enfants quelles seraient des stratégies pour améliorer la situation. Et ils adorent participer dans ce processus-là. Ils sont tellement authentiques à cet âge-là et ils nous disent tout le temps qu'est-ce qu'ils voient et qu'est-ce qu'ils aimeraient améliorer pour se sentir en sécurité, surtout ceux qui n'ont pas de voix présentement en salle de classe. Une des choses que j'utilise beaucoup depuis des années et que j'ai enseigné beaucoup autant aux conseillers pédagogiques que tous les différents professionnels, c'est les analyses de tâches. Alors, chaque tâche que l'enfant doit compléter, on décortique cette tâche-là en différentes étapes et on valorise l'auto-renforcement. Alors, souvent, on va faire l'analyse de tâches, on va enseigner étape par étape et par la suite, on leur met un checklist soit sur leur pupitre et tout ça, et ils suivent chaque étape. Et une fois que l'étape est faite, ils mettent leur crochet et ils sont plus prêts, ils s'organisent plus facilement, ils ont des référentiels pour le faire. Et au niveau comportemental, c'est la même chose, on le met sur le TBI, les comportements qu'on va renforcer durant le temps du cercle et on enseigne chaque comportement pour une séquence qui mène vers un résultat positif, une habileté enseignée. Le renforcement, tout le monde a été exposé dans le système par rapport à ça. Moi, je vais mettre beaucoup plus l'emphase sur le renforcement vicariant. Quand je parlais tantôt qu'on a tendance souvent à essayer de changer des comportements mésadaptés où on s'attarde à l'enfant qui a plus de difficultés. Dans le renforcement vicariant, surtout quand ils sont assis en table ronde, on va renforcer le comportement qu'on veut voir augmenter et ça veut dire qu'on renforce les bons comportements. Ça veut dire que les enfants qui nous démontrent déjà cette habileté-là deviennent nos modèles pour que les autres puissent les imiter et les suivre. Alors, c'est une chose qu'on fait beaucoup. L'enseignement vicariant, c'est le modelage vient de là. Les techniques au niveau du renforcement différentiel, ce sont les différents types que l'on a et qu'on peut utiliser. Alors, c'est une chose que je me prépare à faire dans les prochains mois avec les équipes parce qu'on réalise que c'est un petit peu plus difficile de mettre le renforcement différentiel en place. Et alors pour nous, c'est important parce qu'on ne veut pas juste rester un renforcement simple ou contingent. On veut vraiment enseigner aussi les différentes formes de renforcement pour certains cas, surtout avec des comportements plus sévères. Alors c'est une des choses qu'on a décidé de faire. Une des choses que je tiens à préciser aussi, c'est que le renforcement doit être continué durant l'étape d'acquisition. Les gens ils me posent souvent la question, mais là, je vais renforcer pour combien de temps? Pendant que tu es en train d'enseigner l'habileté, tu continues à le faire. Lorsqu'il est en émergence, par exemple, et tout ça, il se dirige vers la généralisation, c'est là qu'on va faire intermittent. Alors, ça peut être à chaque 5 fois qu'il me montre un comportement, je vais le renforcer. Et durant le maintien, mais là, c'est de façon aléatoire. Alors, c'est à l'adulte de prendre le contrôle de quand est-ce ils vont utiliser ça. L'incitation, c'est super important. Une des choses qu'on fait beaucoup trop avec des petits, c'est l'incitation verbale. Souvent, il est plus facile d'utiliser le gestuel, le visuel et surtout l'incitation positionnelle ou physique partielle. Moi, j'utilise beaucoup la redirection lorsque je veux enseigner un comportement.
Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on utilise tout le temps juste l'incitation verbale, souvent ils deviennent dépendants de cette incitation-là avant d'entamer une tâche, avant de s'organiser, avant de serrer leur jouet, avant de transitionner. Alors, plus on le montre, soit gestuellement ou avec un référentiel visuel et qu'on redirige, quand on est deux surtout, c'est plus facile d'estomper. Parce que quand c'est tout le temps verbal, ça devient difficile d'estomper, surtout qu'on est dans une salle de classe et on doit donner des consignes. Immédiatement, aussitôt qu'on met un système en place, on doit déjà figurer quand est-ce qu'on va estomper. Alors, je vous l'ai dit un petit peu au niveau du renforcement, l'estompage va se faire dans la période de généralisation et surtout au niveau du maintien. Mais au niveau aussi de la présence de l'adulte, pour ne pas créer de dépendance, surtout que le jeune est en émergence et on voit qu'il est capable d'accomplir certaines tâches, on devrait être en train de développer plus des analyses de tâches avec des checklists pour qu'il y ait du auto-renforcement et aussi de l'auto-évaluation et que ça soit pas tout le temps l'adulte qui soit responsable des apprentissages. Le façonnement, je donnais un exemple tantôt, surtout par exemple lorsqu'ils jouent avec des formes ou ils font des dessins de formes, souvent on va façonner, ce qui veut dire, c'est qu'on va renforcer l'approximation, soit la tenue de crayon, la façon qu'il entame le mouvement pour tracer les formes. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on va façonner, c'est qu'on va aider le jeune à se rendre, à voir qu'est-ce qu'on veut comme produit final. Au niveau de l'enchaînement, avant de faire l'enchaînement, c'est important de mettre des analyses de tâches parce qu'une fois qu'on enseigne comme l'habillement, toutes les étapes, on peut faire de l'enchaînement, soit progressif, qu'on enseigne chaque étape et on renforce. Et lorsqu'il a pour se rendre au produit final, qui veut dire que c'est habillé seul et prêt à sortir. Et parfois, avec certains enfants, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va le faire à l'inverse. On va habiller l'enfant et on va laisser l'enfant compléter la dernière étape et on renforce et on enseigne à rebours de cette façon-là. On l'utilise beaucoup au niveau de l'habillement, au niveau de la collation, au niveau de serrer les objets après entre activités. Alors, c'est important aussi, comme il faut faire des analyses de tâches pour pouvoir suivre des étapes précises. Alors, en conclusion, pour moi, qu'est-ce qui est important, c'est que les meilleures pratiques nous le disent depuis plusieurs années qu'il y a un grand manque de fidélité interjuge au niveau de l'observation. Alors, c'est important, quand on est dans une équipe interdisciplinaire, d'avoir plus qu'un observateur. Et parce que chaque observateur contribue d'une façon unique et souvent nous donne de l'information non accessible à d'autres. Et aussi parce que les comportements peuvent se manifester dans différents environnements avec différentes personnes, différentes situations, différents contextes. Alors, c'est important d'avoir plusieurs observateurs. Et l'interdisciplinarité dans tout ça, bien, ça nous permet d'avoir une meilleure communication puis d'améliorer nos aptitudes face à la planification, le développement et la coordination des services qu'on offre durant nos interventions. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup Stéphane. Ta présentation est très intéressante et informative. Nous sommes maintenant ouverts aux questions. Encore, vous pouvez cliquer sur l'icône de la main. On annoncera votre tour pour que vous puissiez demander votre question. Vous pouvez aussi envoyer votre question en utilisant la boîte à la droite dans votre panneau de configuration. Il y a Connor a une question. OK, je ne sais pas s'il a parlé parce que j'ai pas entendu s'il a dit quelque chose. Je pense qu'il va essayer encore. OK. OK, bonjour. Bonjour. OK, tu as mentionné que vous avez utilisé la technologie dans la salle de classe.
Alors, Oui. quelle sorte de technologie ou quelle sorte d'application spécifique aimes-tu utiliser? Pourquoi? Euh, Nous, présentement, on utilise beaucoup le iPad et le iPod. Et premièrement, parce qu'on a accès à beaucoup de apps qui sont où on peut trouver des jeux et tout ça. Dans un deuxième temps aussi, c'est parce qu'il y a beaucoup d'apps qui nous permettent de faire des checklists, qui nous permettent de faire des analyses de tâches directement sur l'iPad et on permet aux jeunes de maîtriser ça. On a utilisé ça aussi pour faire du modelage, pour enseigner aussi à travers les pairs durant le moment de cercle souvent ou des mises en situation. On utilise beaucoup parce qu'après ça, on peut le transférer sur le TBI et faire de l'enseignement à ce niveau-là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'aimerais, merci, oups, excusez, il y a une question d'Andrea. J'attends que, euh, je m'excuse du délai, j'attends de voir la question pour pouvoir vous la lire. Pardon, ok, bon, alors il y a une question de Andrea. Alors, la question de Andrea, c'est est-ce que le webinaire sera rediffusé pour que je puisse réécouter avec mon aide enseignant? Alors, Je pense que c'est peut-être l'équipe qui est mieux placée que moi pour le webinaire. Ok, bon, alors Andrea, oui, maintenant le webinaire est enregistré, alors il sera disponible peut-être comme une semaine plus tard, alors prochaine semaine. Bon, alors il y a aussi une question de Serge Lavac. Avez-vous des exemples de grilles d'observation à nous proposer? Ça, c'est une excellente question. Présentement, j'ai une grille que j'utilise dans mon projet de recherche avec des exemples de comment on en définit une, comment on en construit une et qu'est-ce que nous, on a fait par rapport à l'autorégulation et tout la construction de la grille. Alors, si Serge veut m'envoyer un courriel, ça me fera plaisir de partager avec lui qu'est-ce qu'il recherche plus particulièrement, qu'est-ce qu'il aimerait mesurer et ça me fera plaisir d'échanger avec lui. Ok, bon. Alors, il y a aussi une question de Lucie. Alors, Lucie demande où peut-on se procurer les apps pour le iPad 6? Pour le iPad? Oui. Oui. Lorsque tu vas dans l'iPad, dans les différentes catégories, dans la section jeux, il y a plusieurs apps qui sont gratuits, qui nous permettent autant d'avoir des apps pour des jeux qui mesurent l'attention, des jeux qui mesurent la mémoire, et aussi il y a des apps dans je vais juste vérifier, j'ai mon iPad juste à côté de moi, dans lequel que je vais beaucoup pour justement avoir les access. Alors tu vas dans le App Store et sur le App Store, lorsque tu vas aller, tu vas voir en dessous catégories et tu vas dans les catégories, ils vont tous te montrer toutes les différentes catégories, tu peux aller chercher de l'information et à partir de ça, tu choisis le genre de apps que tu voudrais utiliser pour
tes jeunes. Alors, comme moi, j'utilise beaucoup, il y a un app qui s'appelle Rappel. Alors, lorsque tu vas dedans, c'est que tu écris ton analyse de tâches et quand l'enfant le fait ou quand l'adulte le fait, il l'a enseigné, l'enfant peut juste peser et ça coche automatiquement toutes les étapes qu'il a suivies pour avoir un produit final ou avoir complété une tâche. Dans l'App Store, tu peux en avoir beaucoup gratuitement. Ceux qui travaillent beaucoup avec les enfants autistes, si tu tapes dans la section recherche autiste, tu vas tout avoir une série de apps pour justement les différents domaines développementaux. Parfait. Et Lucie dit comme elle a une correction, elle dit que ce n'est pas le 6, je voulais seulement faire un point d'interrogation. OK, bon. Okay. Alors, il y a une autre question de Marie-Josée. Peux-tu réexpliquer le renforcement différentiel? Oui. Le renforcement différentiel, c'est une excellente question. Le renforcement différentiel, les différents types que l'on voit, c'est lorsqu'on est rendu à utiliser cette façon-là, c'est de vraiment enseigner beaucoup les comportements de remplacement, par exemple. Lorsque je regarde au niveau du renforcement différentiel des différents types, je vais juste regarder les différents types. Si je regarde les autres comportements, c'est vraiment de renforcer les comportements sauf celui qu'on veut diminuer. Alors, si l'enfant, par exemple, crie, alors si tu veux renforcer les comportements autres, ça va être à chaque fois qu'il va lever la main, à chaque fois qu'il va aller vers toi, puis qu'il va te toucher le bras pour te poser une question. Alors ça, c'est vraiment de renforcer tous les autres comportements qui ont la même fonction que le comportement mésadapté. Quand c'est des comportements alternatifs, c'est de vraiment renforcer un comportement fonctionnel de remplacement au lieu d'un comportement mésadapté. Alors, lorsque l'enfant n'a pas appris, n'a pas acquis un comportement approprié, on lui enseigne. Alors, souvent, on va le faire avec du façonnement. Souvent, on va choisir un comportement qu'on veut. Soit qu'on va faire du renforcement vicariant au départ pour qu'il regarde d'autres enfants le faire. Et par la suite, dans son répertoire, on lui donne ces options-là. Et quand l'enfant est capable de nous le montrer, et par la suite, ça devient des choix qu'il peut faire et on renforce tout le temps ce comportement-là qui est fonctionnel au lieu du mésadapté. Incompatible, c'est aussi simple que quand l'enfant est assis, on le renforce. Quand il est debout, on fait juste le rediriger, on l'ignore, on ne lui donne pas de contact visuel, on fait juste le rediriger pour qu'il s'assoie et on ne le renforce pas. Quand on parle d'un comportement à fréquence limitée, c'est vraiment on renforce le comportement selon une fréquence prédéterminée. Alors, on se décide à l'avance à combien de fois on doit voir ce comportement-là avant de renforcer. C'est souvent des comportements qui sont peu utilisés, mais qu'on voudrait voir. Alors, on essaie d'augmenter ce comportement-là. Le renforcement à fréquence élevée, c'est lorsqu'on veut cibler un comportement et qu'on veut qu'il augmente. Alors, comme fréquence limitée, un exemple que je donne tout le temps, c'est que si faut absolument que tu fasses ton baseline, alors tu aies des données de base en observation, souvent les gens vont me dire, ils crient tout le temps. Alors, je vais faire l'observation, et si dans une période d'une demi-heure, le jeune a crié 25 fois, alors ça, c'est mes données de base. À chaque fois qu'il va être en dessous de 25, je renforce. Et lorsqu'il est au-dessus, je ne donne pas de renforçateur, mais je vais le rediriger à la tâche ou à l'activité qu'il doit faire. OK, bon. Alors, il y a 2 questions qui restent. OK, alors Céline Ranger-Roche dit à Stéphane, avez-vous des ressources ou des recherches à proposer si nous voulons en apprendre davantage sur l'autorégulation? Oui, il existe de la littérature à cet effet-là. Alors, si la personne m'écrit, je pourrais lui partager certaines ressources qui existent pour lire là-dessus. Et aussi, présentement, je suis en train de faire une étude longitudinale, justement, au niveau de l'autorégulation chez les petits d'une classe de jardin sur une base de 3 ans où on les suit jardin première année, deuxième année.
Alors, je pourrais lui expliquer un peu qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte-là. Parfait. Et finalement, Claudine Savage dit plusieurs des pages dans le PP, je pense que c'est le PowerPoint, n'étaient pas inclus dans la version imprimable qui nous fut envoyée. Est-ce que nous pourrons avoir une copie des grilles ainsi que les autres items affichés? Alors, Claudine, je vais vous envoyer une autre copie de ça après la présentation. Parfait. Et puis, Serge Lavac dit merci Stéphane, j'ai communiqué avec toi par courriel. Et Marie-Josée dit merci, c'est plus clair, ce sont bonnes idées à proposer à l'équipe à école. Parfait, et c'est tout. Alors, merci beaucoup Stéphane et merci à tous d'avoir participé. Si vous avez des questions supplémentaires, envoyez-les à l'adresse courriel info@oewdepistage.ca et on s'assurera qu'elles seront répondues. Encore un gros merci Stéphane pour ta présentation. N'oubliez pas que vous allez recevoir un courriel avec les notes de présentation et on vous encourage fortement de remplir l'évaluation qui vous sera envoyée car ceci nous aidera à améliorer l'utilisation du webinaire. Aussi, par courriel, dans environ une semaine, vous recevrez un lien pour accéder à l'enregistrement du webinaire. Alors, bonne journée tout le monde et puis encore merci d'avoir participé.